je pense qu'on peut changer l'Europe. Et là, la démarche qui est adoptée dans ce projet de traité est la suivante. En 2011-2012, les pays de la zone euro ont, pour des raisons d'urgence financière, adopté un certain nombre de traités très rapidement, parce qu'on dit toujours on ne peut pas changer les traités européens. En vérité, on n'arrête pas de les changer depuis que l'Europe existe. Et en particulier en 2011-2012, en 6 mois, l'Allemagne et la France, enfin surtout l'Allemagne, a fait signer à ses partenaires de la zone euro 2 traités importants. L'un sur ce qu'on appelle la stabilité, la gouvernance en Europe, avec un mécanisme de sanction automatique en cas de déficit budgétaire extrêmement lourd, qui, pour finir, a organisé l'austérité en Europe et, selon beaucoup d'observateurs, a fait chuter la croissance en 2011, 2012, 2013, donc ça n'a plutôt pas marché du tout bien. Et il y a un autre traité qui a créé le mécanisme européen de stabilité, qui a contribué à stabiliser la zone, mais qui a pour point commun, c'est un espèce de fonds monétaire européen qui a créé une possibilité de venir en secours de pays sur lesquels la spéculation financière s'acharnait. Ça a calmé certaines choses, mais fondamentalement, ces 2 traités pêchent par déni démocratique, par manque de transparence, par refus d'une Europe plus sociale, plus démocratique. Et donc là, la démarche qu'on adopte avec ce projet de traité, c'est de dire, voilà, on n'a pas besoin de changer tous les traités de l'Union européenne à 28 pays ou à 27, parce que ça, c'est trop compliqué. Mais par contre, on peut tout à fait, et c'est juridiquement démontré dans ce petit livre, on peut tout à fait compléter les traités existants, et en particulier compléter les traités de 2011-2012 en ajoutant une ossature démocratique, une légitimité démocratique beaucoup plus forte qui permettra aussi de réorienter les politiques. Donc l'objectif, c'est vraiment démocratiser l'Europe pour mettre l'austérité en minorité, parce que le cœur de cette proposition, c'est effectivement la création d'une assemblée démocratique de la zone euro qui reposerait sur les parlements nationaux, les députés des parlements nationaux à titre principal, et aussi pour 20% des sièges sur les parlements européens, en proportion des différents groupes politiques. Et donc, pour prendre un exemple très simple, si on part sur 100 sièges de députés dans cette assemblée démocratique de la zone euro qui serait issue des parlements nationaux, l'Allemagne, c'est 20% de la population de la zone euro. Donc elle aurait 20 sièges. La France, l'Allemagne c'est 24%, excusez-moi, elle aurait 24 sièges. La France c'est 20%, elle aurait 20 sièges. L'Italie 18, l'Espagne 14. Les 4 plus grands pays de la zone euro sont quand même à 76% de la population et du PIB aussi de la zone euro, dont 24 pour l'Allemagne donc, et 52 pour les 3 autres pays, France, Italie, Espagne. Et on se rendrait compte aussi que l'Allemagne, il y a des opinions très différentes à l'intérieur de l'Allemagne. Donc si on répartit ces sièges en pourcentage des groupes politiques actuellement présents au Bundestag et au Bundesrat, on aurait 12 sièges pour des députés du Bundestag issus de la CDU-CSU, donc de la droite allemande, 8 du SPD, 2 Die Linke, 2 Die Grünen. On ferait la même chose pour la France, l'Italie, l'Espagne. Au total, on aura une assemblée démocratique de la zone euro qui serait assez équilibrée, qui pencherait quand même plutôt assez nettement à gauche, mais à la limite, même si elle était à peu près équilibrée droite-gauche, le fait est que la droite allemande sur l'austérité est quand même à une position quand même assez différente de la droite espagnole, italienne, française. Donc au final, et même à l'intérieur de la droite allemande, il y a des nuances, tout le monde n'est pas comme Schäuble, le ministre des Finances allemand. Donc au total, on ne cherche pas à prétendre que les décisions que prendrait cette Assemblée seraient toujours les meilleures, des décisions parfaites et toujours conformes à nos vœux. Mais je pense qu'on peut raisonnablement dire que ça permettrait de mettre l'austérité en minorité, ou en tout cas de transformer assez sensiblement les rapports de force en Europe sur les questions de restructuration de la dette grecque, sur la question, donc le traité, l'autre article important du traité est celui qui confie à cette Assemblée de la zone euro un budget de la zone euro alimenté par un impôt sur les sociétés. Et donc l'Assemblée de la zone euro voterait à la majorité l'assiette et le taux de l'impôt sur les sociétés qui alimenterait ce budget de la zone euro. Chaque pays pourrait ensuite fixer un taux additionnel pour son propre budget. Donc ça, c'est un acte très fort de transfert de souveraineté fiscale sur un impôt particulier qui est l'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a vraiment des dimensions qui sont assez révolutionnaires dans ce traité, mais qui en même temps sont nécessaires pour sortir de l'impasse actuelle, le déni démocratique, l'absence de justice fiscale, l'absence de sentiment dans les opinions européennes que l'Europe peut promouvoir la justice fiscale, sociale, la relance, et n'est pas toujours là pour favoriser ceux qui sont déjà les principaux gagnants de la mondialisation.